Tu souhaites partir à l'étranger mais tu ne sais pas dans quel pays partir, alors reste bien, cette vidéo est faite pour toi. Dans cette vidéo, on va parler PVT. Je te ferai une autre vidéo plus tard sur les moyens de s'expatrier à long terme, mais ici on va se concentrer volontairement sur un format d'un an avec un visa vacances-travail. On va voir combien de pays proposent un PVT et surtout comment choisir son pays quand on n'a absolument aucune idée par où commencer. Petite précision importante, avant de commencer, je ne vais pas détailler toute la procédure administrative de chaque PVT, simplement parce que ce serait beaucoup trop long. Toutes ces informations sont disponibles sur les sites officiels des ambassades et sur internet. Autre point, je vais adopter le point de vue des PVT accessibles aux Français, donc si vous êtes canadien, belge ou suisse par exemple, certaines règles peuvent changer. Et enfin, ce classement n'est que mon avis, il se base sur mes recherches et mon vécu, et évidemment, certains auront une expérience totalement différente. Pour choisir son pays donc, on va utiliser une méthode simple et rationnelle que j'ai basée sur 6 critères. Pour chacun de ces critères, on va voir les 3 pays les plus favorables et les 3 pays les plus compliqués, et à la fin, vous pourrez vous faire votre propre avis en fonction de ce qui compte vraiment pour vous, en fonction de ces critères. Et sur ce, sans plus tarder, on est parti pour les critères. Ces 6 critères sont donc la facilité des démarches pour obtenir le PVT, la culture et le niveau de dépaysement, le budget, le coût de la vie et le logement, la facilité à trouver du travail, la barrière de la langue et l'intégration, et enfin la qualité de vie au quotidien, le climat, nature ou ville, l'humidité, les transports, etc. Et on commence sans plus attendre avec le premier critère, la facilité des démarches. Donc parmi les PVT les plus simples à obtenir, on retrouve clairement l'Australie en première position. Donc pour celui-là, il faut avoir entre 18 et 35 ans, ce qui est beaucoup plus souple que beaucoup d'autres PVT qui limitent à 30 ans. Il n'y a pas de quota et les documents demandés sont très classiques. La demande se fait entièrement en ligne et peut être complétée en 1 heure à peu près, donc c'est vraiment extrêmement rapide. Les délais ensuite varient selon la période, de quelques jours à quelques semaines en fonction de la demande, mais c'est généralement rapide. Une fois obtenu, vous avez 12 mois pour entrer sur le territoire australien et l'activer. En deuxième position, on va avoir la Nouvelle-Zélande, qui est également très accessible. Le PVT est ouvert aux 18-30 ans, pareil, sans quota. La demande se fait en ligne sur le site de l'immigration et les délais sont là aussi relativement courts. Le visa coûte un peu plus cher que pour l'Australie. Il va falloir payer à peu près 770 $ néo-zélandais, donc ça fait dans les 300-350 € environ. Comme pour l'Australie, vous disposez aussi de 12 mois après l'obtention pour entrer dans le pays. Et en troisième, on va avoir la Colombie, qui fait aussi partie des PVT faciles à obtenir, pareil, entre 18 et 30 ans, et il existe un quota de 400 places pour les Français, mais qui n'est généralement pas atteint, donc là encore, pas de stress. Depuis 2023, cependant, la demande se fait en ligne, et en plus des documents classiques, il faut fournir une lettre de motivation en espagnol. Les délais sont assez courts, mais attention, le PVT commence dès sa délivrance, donc il faut partir relativement vite pour en profiter pleinement. Maintenant, les PVT qui sont un peu plus difficiles à obtenir, on a d'abord le Canada, qui est clairement plus compliqué, pas parce que les démarches sont plus compliquées ou parce qu'il y a beaucoup de documents en plus à donner, mais tout simplement parce qu'il y a un quota annuel qui est fixé, à peu près 6600 places l'an dernier, mais surtout la demande fonctionne par tirage au sort. En fait, quand vous postulez, vous êtes mis dans un bassin, dans un pool, et chaque semaine, il y a un tirage au sort qui est fait, et les personnes qui sont tirées au sort doivent donner ensuite leurs documents. Et vous pourriez très bien candidater, mais ne jamais être sélectionné. Donc c'est pas forcément le plus simple. En fait, il faut avoir un peu de la chance. Ensuite, on a le Japon. Le Japon propose 1800 places en PVT cette année. Le PVT, cependant, est de plus en plus populaire au Japon. Il n'y a pas de tirage au sort, mais le dossier est exigeant, notamment avec un plan de séjour extrêmement détaillé. Donc le projet doit vraiment être réfléchi et cohérent. Et enfin, en troisième position, on a le Mexique, qui dispose d'un quota de 300 places, et il attire pas mal de candidats aussi. Les quotas peuvent être remplis. En plus des documents habituels et d'une lettre de motivation, vous aurez aussi un entretien d'environ 30 minutes à l'ambassade du Mexique qui est à prévoir. On passe maintenant au deuxième critère qui est la culture et le dépaysement. Donc les plus marquants, clairement, on a en première position le Japon, qui offre un choc culturel vraiment fort. La politesse, les relations au travail, la nourriture, les codes sociaux, tout est vraiment différent de la France. C'est aussi un pays extrêmement varié. Vous avez des montagnes enneigées à Hokkaido, vous avez des plages à Okinawa, vous avez des forêts de bambou, des mégalopoles, des zones rurales. Le dépaysement est vraiment total. En deuxième, on a la Corée du Sud qui propose aussi un contraste assez fort entre la modernité et les traditions. Séoul côtoie des campagnes qui sont plutôt calmes. La société est aussi très codifiée, la culture du travail est radicalement différente de ce qu'on peut trouver en France. Vous avez la K-pop, les dramas, la culture populaire qui font aussi partie de ce dépaysement. Et enfin, on a le Chili, qui offre un dépaysement géographique exceptionnel, le désert d'Atacama, les glaciers en Patagonie, Santiago, Valparaiso, l'île de Pâques, tous ces paysages sont extrêmement variés.
on y découvre une culture latino-américaine vraiment riche, une autre langue, d'autres traditions, ce qui fait qu'on a vraiment un réel dépaysement. Maintenant, les pays dans lesquels le dépaysement est le moins marqué, on va d'abord avoir le Canada qui, malgré des paysages incroyables, est souvent moins dépaysant au quotidien. Il y a beaucoup de PVTistes qui vont rester dans les villes comme Montréal, Ottawa ou Vancouver, et les codes restent quand même assez proches de l'Europe. Si vous vivez dans la partie francophone, le choc culturel est encore plus limité puisque ça parle français, et pour y avoir vécu, on reprend très vite ses repères. Ensuite, on va avoir l'Australie qui offre aussi des paysages spectaculaires, mais le mode de vie, surtout dans les grandes villes comme Sydney, reste assez proche de ce qu'on connaît en Europe. En plus, c'est un pays qui est très populaire, ce qui va réduire aussi le sentiment de nouveauté. Et enfin, on a Hong Kong. Oui, Hong Kong propose bien un PVT, mais là le dépaysement est beaucoup plus limité qu'au Japon ou en Patagonie par exemple. Ce PVT est quand même plus orienté expérience professionnelle, puisque Hong Kong est un hub majeur, notamment en finance. En revanche, sa position géographique permet de voyager facilement en Asie, puisque c'est à côté de la Chine, c'est à côté du Japon, de la Corée, et donc c'est quand même assez facile de pouvoir se déplacer quand on est à Hong Kong. Maintenant, pour les pays les plus abordables, cap sur l'Amérique du Sud, avec l'Équateur, l'Argentine et le Pérou, qui affichent tous les trois un coût de la vie plutôt bas, entre 30% et 45% de moins qu'en France. On peut y manger pour 3-4 euros, notamment en Équateur. Au Pérou, on peut vivre dans le centre-ville pour des budgets entre 300 et 500 euros par mois, voire beaucoup moins si on s'éloigne un peu des villes, comme Lima ou Cusco par exemple. Les transports sont assez bien développés aussi au Pérou et en Équateur, et ils sont aussi bon marché, ce qui permet de pouvoir voyager pour pas très cher. En Argentine cependant, même si c'est assez abordable, il faut faire attention à l'inflation qui est assez forte. Si vous avez des économies, le pays reste accessible, mais si vous devez financer votre séjour, notamment par le travail sur place, ça risque d'être un peu plus compliqué. Maintenant, pour les pays les plus chers, on va avoir Hong Kong en top 1. C'est l'un des endroits les plus chers au monde, notamment à cause des loyers extrêmement élevés qui vont plomber le budget global. L'Australie et le Canada sont aussi des pays où le coût de la vie est assez cher, surtout pour le logement dans les grandes villes. Même si les salaires sont plus élevés qu'en Amérique du Sud, il est indispensable d'avoir des économies au départ. Le coût de la vie dépend fortement de la ville dans laquelle vous serez, mais si vous êtes à Toronto, Montréal ou Vancouver, les loyers sont assez chers. Pareil pour les courses qui sont plus chères qu'en France, les forfaits téléphoniques sont aussi beaucoup plus chers qu'en France, et aussi il faut prendre en compte que si vous voulez voyager, les distances sont relativement importantes en Australie et au Canada, et les transports sont peu développés. Dans les villes en elles-mêmes, il y a des services de bus, il y a des métros, mais dès que vous allez vouloir sortir des villes, avoir une voiture est rapidement indispensable. Il faut prendre ça en compte dans le budget aussi. Maintenant, en ce qui concerne la facilité à trouver du travail, on retrouve dans le top le Canada, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Tout d'abord parce que ce sont des pays qui parlent français et anglais, donc c'est beaucoup plus simple quand on parle une de ces deux langues. Le Canada, c'est assez facile pour trouver dans l'hôtellerie, la restauration ou la vente. En revanche, ce sera beaucoup plus compliqué pour les emplois qualifiés, d'autant que la concurrence est assez forte et une expérience locale est souvent demandée. En Australie, c'est pareil, c'est facile de trouver dans l'agriculture, la restauration, l'hôtellerie ou le tourisme, les jobs saisonniers recrutent aussi. En revanche, là aussi, les emplois qualifiés seront un peu plus compliqués, d'autant que le PVT limite souvent la durée chez un même employeur. À se renseigner parce que dans certains états en Australie, vous ne pouvez pas travailler pendant plus de 6 mois pour un même employeur. En Nouvelle-Zélande, c'est la même chose, les emplois saisonniers sont assez faciles à trouver, mais les postes qualifiés restent plus compétitifs. C'est toutefois possible, mais c'est quand même beaucoup plus difficile à trouver qu'un simple emploi saisonnier. À noter aussi que là encore, avec un PVT, vous ne pouvez pas signer de contrat permanent, c'est-à-dire l'équivalent d'un CDI. Ce sera en revanche beaucoup plus compliqué au Japon de trouver un emploi autre que des baitos si vous ne parlez pas japonais, et même là encore ça va dépendre. C'est possible de travailler en restauration, dans l'hôtellerie ou dans des sharehouses. En Corée du Sud aussi, ça va être compliqué, surtout qu'il y a des codes à connaître, et en plus il y a des restrictions, il y a certains métiers que vous ne pouvez pas faire, notamment des métiers artistiques, dans l'enseignement aussi, c'est compliqué. C'est quand même possible de travailler dans des restos, des cafés, des guest houses, mais là aussi il faut quand même un petit niveau de coréen, donc c'est pas impossible mais plus difficile. Et enfin l'Argentine, où là il faut pas sous-estimer le réseau. C'est hyper important en Argentine parce que le marché du travail est moins structuré que dans d'autres pays. Il y a pas mal de travail non déclaré aussi, donc attention. Les secteurs qui sont accessibles, c'est le tourisme, l'hôtellerie, la restauration, l'enseignement. Pour débuter, surtout si on parle espagnol évidemment, il faut être assez flexible. C'est pas forcément facile d'avoir un travail qualifié, surtout quand on vient d'arriver et qu'on ne connaît encore personne. En plus, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que les salaires sont souvent assez bas et l'inflation est importante. Donc c'est à prendre en compte dans votre recherche. On passe maintenant au 5e critère qui est la barrière de la langue et l'intégration.
Alors là, les pays dans lesquels c'est le plus facile, ça va être le Canada, tout simplement parce que dans la partie francophone, ça parle français, donc vous aurez beaucoup moins de difficultés, et même dans la partie anglophone, c'est en anglais, donc généralement vous avez quand même quelques bases en anglais. A noter cependant qu'au Canada, c'est pas si facile que ça de se faire des vraies relations amicales. Les gens vont vous parler facilement, mais on ne les conserve pas forcément sur le long terme. On a ensuite l'Australie et la Nouvelle-Zélande, anglophones, et là les gens sont quand même beaucoup plus avenants, ils ont la réputation d'être beaucoup plus ouverts. A noter que j'aurais quand même pu aussi mettre des pays en Amérique du Sud, puisqu'ils sont réputés comme étant très chaleureux, notamment en Équateur, au Pérou, même au Mexique, mais j'ai privilégié quand même le critère de la barrière de la langue, qui pour moi est le plus important, parce que même si les gens sont chaleureux, si vous ne parlez pas bien l'espagnol, c'est compliqué de se faire des relations sur le long terme. Les pays dans lesquels c'est plus compliqué au niveau de l'intégration et au niveau de la barrière de la langue, sans surprise, on a le Japon. C'est compliqué si on ne parle pas japonais pour s'intégrer ou se faire des amis, sauf des expats. C'est un élément qui revient d'ailleurs assez souvent quand on va au Japon. La solitude peut se faire sentir assez vite. Corée du Sud pour les mêmes raisons. Si on ne parle pas coréen, ça peut être difficile de s'intégrer à la société coréenne, qui est quand même très codifiée. Et je vais mettre aussi Hong Kong, même si ça parle anglais, la plupart des gens parlent anglais, c'est une ville où tout va très vite, et donc c'est peut-être un peu plus froid que des pays par exemple en Amérique du Sud. Et maintenant, on va passer au dernier critère, la qualité de vie et le quotidien, à savoir le climat, la sécurité, les transports, etc. On a d'abord en premier le Japon, qui est cité comme l'un des pays où le quotidien est le plus fluide. L'insécurité est quasiment inexistante, on peut laisser son sac sur une table ou dans un café sans crainte de se le faire voler, les transports sont extrêmement fiables, on le voit souvent, les trains sont à l'heure à la seconde près, les infrastructures sont de très grande qualité, sans compter l'offre culturelle et gastronomique immense, même dans les petites villes, il est tout à fait possible en un an d'explorer une grande partie du pays sans difficulté. Ensuite on a l'Australie, qui offre une qualité de vie très orientée vers l'extérieur et le plein air. Le climat est l'un des plus gros atouts de l'Australie, il fait chaud et ensoleillé une grande partie de l'année. Les grandes villes sont modernes, sécurisées, bien équipées en transport urbain. En revanche, si vous voulez explorer les coins un peu plus reculés, un véhicule ou l'avion devient presque indispensable à cause des distances. La Nouvelle-Zélande ensuite propose une qualité de vie un peu plus calme et plus tranquille que l'Australie. Le climat y est tempéré, mais il change beaucoup plus qu'en Australie, avec parfois plusieurs saisons en une seule journée. Les paysages sont incroyables, les lacs, les montagnes, etc. Il y en a pour tous les goûts. Les transports publics fonctionnent très correctement dans les villes. Ça reste toutefois assez limité à l'échelle du pays. Là encore, si vous voulez explorer les coins un peu plus reculés, avoir une voiture ou un van devient presque indispensable. Maintenant, les pays où le quotidien est un peu plus difficile, on va avoir d'abord le Canada, où la principale difficulté vient du climat. Les hivers peuvent être très rigoureux, il y a facilement 3 ou 4 mois dans l'année où les températures peuvent être extrêmes, tandis que les étés peuvent être très chauds. Les grandes villes disposent de bons transports en commun. Par contre, dès que vous voulez sortir des zones urbaines, la voiture devient là encore presque obligatoire, ce qui va représenter, on l'a vu d'ailleurs dans le budget, un coût et une contrainte supplémentaire. Et ensuite, je vais mettre Hong Kong et Taïwan. Hong Kong parce que le climat est chaud et très humide, ça peut être difficile à supporter au quotidien, la pollution et la densité urbaine sont également à prendre en compte, le rythme de vie est rapide, parfois un peu stressant, donc c'est quand même à prendre en compte. À Taïwan, le climat est tropical ou subtropical en fonction de là où vous êtes. Il y a une humidité assez élevée une grande partie de l'année, ce qui peut rendre le quotidien un peu fatigant. En revanche, c'est quand même beaucoup plus tranquille qu'à Hong Kong au niveau de la vie quotidienne. Voilà, j'espère que ce petit top vous a plu. Alors en conclusion, je ne vais pas vous faire un top 3 absolu des pays à choisir, puisque comme vous l'avez vu, ça va dépendre des critères que vous avez. Si vos critères sont principalement le budget, dans ce cas-là, il faudra plutôt se tourner vers l'Amérique du Sud. Si vos critères sont plutôt le dépaysement, vous avez le Japon, vous avez les paysages du Canada, vous avez aussi l'Amérique du Sud. Si vous voulez travailler, vous avez plutôt Hong Kong et le Canada. Donc ça va vraiment dépendre de ce que vous préférez privilégier. Encore une fois, je précise que c'est un top assez rapide, ça vous donne des idées de pays dans lesquels vous pouvez aller, mais derrière vous devrez faire quand même vos recherches, parce que là on a juste effleuré très en surface les quelques PVT qui sont disponibles. J'ai même pas pu parler de tous les PVT, sinon ce serait beaucoup trop long. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like ou un commentaire, et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.